On va passer au Firebug Alliance Open. Je bois un coup. Alors, on a un double tyrannide. On a deux Crusher Stampede en finale. La débilité. Donc, ça a été annoncé par Games hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Vous pouvez aller donc sur le site de Warhammer Community. Vous allez dans la section, vous avez FAQ, Download. Bon, attendez, je peux vous le faire là. Warhammer Community. Hop. Vous allez là, FAQ and Download. Vous allez dans Download. Moi, je prends en anglais, donc je m'en fous. Vous prenez ça, le Content Validity Update. Et en fait, quand vous le prenez, donc vous allez pouvoir le télécharger. Et en fait, vous avez quels sont les documents déjà Psychic Awakening qui sont encore utilisables jusqu'en 2023, semble-t-il. Alors, vu que Heretic Astartes, attendez, ils ont mis une petite étoile. La petite étoile, elle veut dire quoi? Ah, Psychic... War Charadon... ok. Donc, tant qu'il y a... Voilà, vu que c'est les règles de War Charadon, tant que Charadon sera valable, ce sera bon. En tout cas, voilà la validité. Et les Camping Point and Flashpoint. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que le Crusher Stampede, c'est fini. Bon, plus de PA Deathwatch et plus de PA Harlequin, bon ça c'est normal. Plus de suppléments Léviathan, plus d'appendices Tyrannide, plus de Tyrannide Hyman Synaptic Link, donc on reste que sur le codex Tyrannide à l'heure actuelle. Et ça fait du bien, j'en étais persuadé. Je prévenais tout le monde, faites attention, c'est pas impossible que ce soit supprimé, le Crusher, le supplément Léviathan. Bien sûr, vu qu'il n'y avait pas d'annonce officielle en attendant la sortie du codex, et que quand le codex est sorti, il n'y a pas eu d'annonce, donc on pouvait toujours se poser la question, est-ce que le supplément était valable, est-ce que le Crusher était valable, etc. Moi, j'étais persuadé que non, mais c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas d'annonce, bah officiellement, qui ne dit mot consent, les suppléments étaient pour le moment valables, et donc évidemment sur les premiers tests, bah, il y avait tellement de débilité, ne serait-ce que sur le... Juste, même si on dit ok le Crusher est ban et on garde le supplément Léviathan, tellement d'absurdité à faire avec, c'est insane. Entre la full reroll des touches, le redéploiement, la relique qui annule les invus, enfin, une bonne nouvelle pour les joueurs tyrannides, un seul bouquin pour suivre les règles. Oui, oui, ça au moins, on sera tranquille là-dessus. En tout cas, voilà. Très bien, n'hésitez pas à la télécharger pour ceux qui veulent la garder en aide-mémoire. Mais en tout cas, le Crusher is over. Crusher is over. En tout cas, on peut regarder, il y a quand même pas mal de changements. Hein. On a Hive Tyran, le Malanthrope, les 3x3 guerriers tyrannides. Là, on a un Aruspex, bon, les Safeguard, et le Malceptor. 3x3 Raveners, 2 Exocrines, un Trigon, une Harpie. Alors là, clairement, c'est pas du tout... Alors, bon, il y a toujours une partie classique. Les Hiveguard, les Tyrannides, les guerriers tyrannides, le Hive Tyran et le Malanthrope. Ça, ok, c'est du classique. Mais là, on vous sort un Aruspex. Alors, le Malceptor aux États-Unis, c'est assez classique, surtout en combinaison avec le Malanthrope. Parce que du coup, vous infligez un -1 pour être touché. Et le Malceptor fait un -1 pour blesser, je crois, avec un stratagème. Alors apparemment, oui, il faut que toute l'unité tire sur la même cible pour tirer 2 fois en Deathwatch. D'accord, très bien. C'est bien ce qui me semblait. Alors après, c'est vrai que s'il y avait une fac, quelque part, WTC, enfin une convention, on va dire, WTC ou même une convention FEC, hein, voilà, bon, ça aurait pu être possible. Mais ok, ok. Donc ce qui fait que, tu vois, potentiellement... Ah, j'ai tout vérifié, il n'y a rien. Ok. T'as posé la question sur... hésite pas, hein, sur le Discord, soit de TTS ou de la FEC. Mais t'es pas arbitre, toi, Babel? Mais si, t'es arbitre FEC, Babel. Je te vois sur le Discord de la FEC. Non, mais en même temps, on peut pas tout connaître. Par cœur. Depuis la volonté de suivre le jeu avec les data slates, on sent un vrai effort de Games Workshop. On leur chie assez souvent dessus pour aussi saluer les évolutions positives. Oui, clairement, Hannibal, je suis entièrement d'accord. Pour une fois que Games Workshop réagit, on va dire, plus rapidement qu'à d'habitude, c'est bien. Ah si, et c'est toi le spécialisé Swatch en plus. Non, mais on a le droit à l'erreur. Sur 40K, il y a tellement de règles que même un arbitre qui se trompe, franchement, je lui en veux pas, moi. Enfin, qui se trompe ou qu'il ait raison, hein, dans les deux cas. Hein. J'ai fait du sport à bon niveau, j'ai fait du hockey sur glace à bon niveau. Voilà, l'arbitre, on le respecte, qu'il ait tort ou raison. Point. Donc je suis vraiment de ce principe, et j'estime que sur 40K, encore plus, on a le droit à l'erreur.
Vraiment, si c'est de bonne foi, on a vraiment le droit à l'erreur. Si on a des gens qui trichent en ayant des arrière-pensées euh, toxiques, j'ai envie de dire ça, j'ai envie d'appeler ça de cette manière, bon, bah, c'est autre chose. Mais vraiment, 40K, on a le droit, enfin, j'estime qu'on a le droit à l'erreur. En tout cas, voilà. Là, on n'a vraiment pas une liste crusher habituelle, parce qu'on sort quand même des exocrines, du trigon. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Sur l'autre liste, on est plus sur le classique double Hive Tyran. Boo, shame, shame. Ah, Babel, il va se faire euh, taquiner. Guerrier Tyrannide, double Lictor. Bon, là, on a sur un classique un peu plus habituel, le double Dimacaron, mais là, on a quand même double Lictor, double Exocrine. Bon, la double Harpie est très forte. Donc voilà. Alors, j'aime bien le début de la phrase. Le Crusher versus Crusher Game. Les parties de Crusher contre Crusher sont un peu plus approfondies que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais il est évident que tout ce que l'on peut en tirer sera, au mieux, d'une pertinence éphémère étant donné que les Tyrannides ont sorti un nouveau livre et que certains événements importants ont annoncé l'interdiction de Crusher avec ce livre. Oh ça va, hein. La liste de cailloux est assez inhabituelle en ce qui concerne Crusher. Plutôt que de se concentrer sur les gros monstres, elle veut utiliser la durabilité supplémentaire que Crusher confère à toute l'armée pour jouer le contrôle du plateau, puis utiliser l'accès à des stratagèmes comme Breaking Through et Thunderous Impact pour lancer soit des contre-charges terrifiantes si l'adversaire vient jouer de près, soit déployer Breaking suivi de Overrun avec la Harpie pour plus de dégâts d'attrition s'il ne le fait pas. Il s'adapte assez bien à certaines façons dont les adversaires pourraient essayer de contrer Crusher, et avec une unité complète de Hiveguard qui fait un dernier tour de piste. Ouais, les pauvres, c'est vraiment leur dernier hola, quoi. Il est aussi assez efficace pour éliminer le contrôle du plateau adverse. Le plan de Sébastien est beaucoup plus conventionnel. Il vise à semer la pagaille avec les 10 macarons, à la puissance d'un seigneur de l'ombre. Puissance de seigneur de l'ombre. Qu'est-ce qu'il appelle un seigneur de l'ombre? Il a un double life tyran. Bon, pourquoi pas. Et les tyrans de la ruche à la mouche. À la mouche. Mais il inclut quelques exocrines pour une puissance de feu à longue portée. C'est quoi qu'il appelle seigneur de l'ombre? Synaptic Hive, ok, ça c'est ok. Alors, je pense qu'il parle des deux Hive tyrans, parce que seigneur de l'ombre, s'il les lictor peut-être, à la rigueur. J'en étais là. L'ombre dans le warp, effectivement, ça peut être ça. Cela alimente ce que les deux joueurs attendent de ce jeu. Caillou veut vraiment maximiser son contrôle du plateau en éliminant rapidement certaines des unités de Sébastien, tandis que Sébastien veut s'appuyer sur la liste de Caillou qui n'est potentiellement pas capable de faire face aux attaques de plusieurs gros monstres en même temps, et le submerger. La mission finit par favoriser le plan de Caillou, bien que le fait d'avoir plus d'unités rende un peu plus facile pour Sébastien de marquer la mission primaire. Les 6 objectifs et le déploiement en profondeur sont très utiles pour Caillou, d'autant plus qu'il a probablement assez de modèles, donc de figurines, pour protéger la garde des ruches. D'une charge au premier tour et de l'adaptation stratégique pour répondre au roll-off. Avec l'application de l'essence focale, un garde-ruche complètement buffé peut toujours menacer les cibles de dégâts, à dégâts réduits, et peut certainement faire exploser les guerriers et les lictors qui surgissent immédiatement. Ce qui signifie que l'inaction va favoriser Caillou, et même s'il n'est pas capable de gérer plusieurs cibles déchaînées en même temps, il a probablement le nombre nécessaire pour repousser une poussée initiale vers un seul monstre, ce qui est tout ce qu'il aura à gérer au début. En plus de cela, Sébastien va rapidement perdre sa capacité à faire écran dans le champ arrière, ce qui donnera au Trigon une réelle chance de charger l'un des exocrines, ce qui pourrait être décisif et obligera probablement un autre monstre à rester en arrière pour le contrer. Ça peut être intéressant. Par contre, ouais, les Hiveguard, c'est chaud maintenant. Parce que le tir indirect qu'ils ont, ils vont se prendre un -1 en CT, qui vont toucher à 4+, ils vont donner un +1 à la sauvegarde à l'adversaire. Si en plus c'est un Marines, il va lui faire PA-1, donc il passe de PA-2 à PA-1. Dégâts 2, force 6. Là, tu fais. Bon, ça va, vous pouvez ignorer le light cover encore, il me semble. Donc un marine sera en save à 2, save à 3. Tanker vos touches et blessures. Alors pour moi, les Hiveguard, c'est plus du tout rentable. Pour moi, il faut juste les jouer avec leur arme de base, là, qui est force 8, qui tire en ligne de vue et tout et tout. C'est vraiment, pour moi, le seul moyen de les jouer, mais encore, je les trouve trop chers. On est à 300 points avec les impaleurs, donc on est à 10 points de moins derrière. On en joue 6, donc c'est 50, donc 40, 4 x 6, 24, donc 240 points avec ce genre d'arme. C'est un peu plus viable.
on va dire. Alors ce n'est pas à 100% en faveur de Caillou. Tout ceci étant dit, avec ses multiples tyrans, Sébastien est plutôt bien placé pour choisir un secondaire psychique. Alors que Caillou ne le peut probablement pas. Il y a beaucoup plus de facilité avec Grind, qui est normalement un élément de base du Crusher. Si Caillou se sentait audacieux, il semblerait qu'il pourrait au moins envisager tout The Last ici, car bien qu'il semble probable qu'au moins un de ses choix se fasse battre à la fin de la partie, si Sébastien perd l'unité qui le fait en retour, on peut dire qu'il tire le jeu comme Caillou le souhaite. La mixité des options secondaires dans les deux directions semble se refléter dans le score, qui était assez bas pour cette mission, et au final, cela semble avoir signifié que l'armée la mieux équipée pour pousser le contrôle de l'objectif primaire, celle de Caillou, a fini par gagner. Donc 71 à 45, il y a combien de différence? Il y a 5, 21, 26, 26, ça fait quoi? Ça fait 6, 11, 16, 21, 26, 26, ça fait 5, ça fait 15, 5. Ouais, quand même, c'est une bonne victoire. Hein. Une bonne victoire, mine de rien. Alors, comme nous l'avons vu plus haut, il y a définitivement une dernière poussée d'innovation avec Crusher et le vieux livre. En se concentrant sur le fait que ces outils permettent à des monstres relativement bon marché de devenir des punchs de contre-charge extrêmement fiables. Puis en utilisant Hiveguard et des trucs de contrôle du plateau boostés par la durabilité pour prendre le contrôle du jeu. C'est un excellent retournement de situation qui a clairement mis les adversaires sur la touche et a permis à Caillou de remporter un trophée majeur. Mais bon, c'est la fin du Crusher. It's over. Adieu Crusher. Alors là, on a une liste, je crois que c'est celle qui full spam le Sagittarum. Donc Adeptus Custodes, il joue en émissaire Imperatus. Alors on a Greyfax pour pouvoir faire les interrogations mentales, ou ne serait-ce que pour deny, parce qu'il me semble que Greyfax deny à +1 et peut deny 3 fois de mémoire. Donc on a un Shield Captain classique. D'accord, pas d'Alarus, pas de Shield Captain à moto. Donc là, c'est peut-être une liste qui commence à s'adapter justement à la prochaine méta avec la balance. D'où le Shield Captain en classique. Donc il lui a mis quoi? La supérieure création, la Castellan Axe. Ok. On a Trajan toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sagittarum. Donc on est vraiment full Sagittarum sur les troupes. Il joue quand même des Alarus, vu que c'est un peu le dernier... la dernière application, on va dire, des Alarus, parce qu'ils vont perdre leur super OP avec la balance. Donc voilà, c'est un peu la dernière fois qu'on le verra en x1. C'est notamment une de mes critiques. À la rigueur, vu comment ils ont nerf le custo, j'aurais laissé en fait le super OP sur l'infanterie, mais en excluant les personnages. Pour leur donner quand même un peu de matériel, comme ça aurait pu mettre en avant les Venatari, continuer à mettre des Alarus. Parce que franchement, là, custo, je sais pas. Ça reste quand même toujours très létal en termes d'impact, mais ça tank beaucoup moins qu'avant par rapport à ma partie quand j'ai joué les Salamanders contre Vest Viper. Donc à voir. Donc on a 2 Alarus en Castellan Axe, on a un Vexillus Praetor avec la Vexilla Défensor. La Défensor, il me semble que c'est la Light Cover. Ok, on aurait plutôt vu celle qui donne la Dense Cover, la Magnifica. On a Vexillus Praetor en Alarus Terminator. Ok, attends, on a 2 Praetor. Ah bah lui, il a la Magnifica. D'accord, donc en fonction de la table, il veut... Ah oui, non, mais c'est pour les Sagittarum. En fait, il veut être sûr d'avoir la Dense Cover et la Light Cover pour ses Sagittarum. Je pense que c'est pour ça qu'il joue les deux. On a une unité de Venatari et une seule unité de Vertus Praetor. Avec les salvos... Ah non, avec des Hurricanes. Ok, ok. Donc là, ça change pas mal. On a la saturation sur les motos. On a potentiellement de bons tirs dégâts 3 à 15 pouces avec les Sagittarum qui vont être sous Light Cover, Dense Cover grâce aux deux Vexillus Praetor. Et on a les Venatari. Je la trouve assez légère quand même en termes de résilience. Je la trouve pas fou. J'ai juste allé voir ce que fait déjà ce que font les émissaires. Je sais plus du tout ce qu'ils font. Imperium, Custodes, Custodesu. Alors, Imperatus, Shield, Os, émissaire, Imperatus. Ils ont quoi? Ils ont le Fight First, ok. Et le deuxième trait, c'est à chaque fois qu'une figurine de l'unité avec ce trait fait une attaque, vous pouvez ignorer tout ou en partie des modificateurs objets pour toucher et blesser. Ouh, ça c'est fort. C'est range attaque ou c'est attaque? C'est attaque, donc aussi bien au cac qu'au corps à corps. Ah là, je pense qu'on est clairement sur un gars qui s'entraîne pour la nouvelle balance Data Slate. Parce que justement, c'est avec Vest Viper, on en discutait, où c'est un host en tout cas qui pouvait devenir intéressant. Parce que du coup, si on spam les Sagittarum en troupes
Pouvoir ignorer tous les modificateurs déjà pour toucher. Donc en fait, vous allez pouvoir ignorer tout ce qui est vent et forêt. Et sur les layers WTC, il y a tellement de vent et de forêt. Globalement, je crois qu'il n'y a qu'une seule table sur 8 qui n'a ni vent ni forêt. Donc voilà. Et en plus, vous ignorez les malus à la blaze, donc il me semble que par exemple chez les arlequins, vous pouvez avoir un -1 pour les blesser. Si je prends l'exemple de ma partie avec les Salamanders où j'avais mis le capitaine avec endurance 7, endurance 8 grâce au Mighty Rose et à la relique -1 pour blesser, bah du coup, ignorer même les malus pour blesser, c'est strong. Parce que du coup, plutôt que de me blesser sur du 6, potentiellement il me blessait sur du 5. Parce que force 7 c'est lance, moi en du 8, donc oui c'est ça, il blessait sur 5+, au lieu de 6+. Parce que oui, rapidement, si jamais pour ceux qui écoutent la rediff ou ceux qui sont dans le chat, vous ne savez pas, vous prenez un capitaine Salamanders, vous le mettez à moto, il est endurance 5. Vous lui mettez, moi je lui ai mis le trait Space Marine rite de guerre et j'ai payé un PC pour donner un trait Salamanders. Et dans les traits Salamanders, je lui ai donné le +2 en endurance. Ce qui fait que d'endurance 5, vous passez endurance 7. Donc déjà, ce qui est plutôt costaud. Et je lui ai mis la relique, c'est le manteau de la salamandre qui fait que toutes les attaques ont -1 au tir comme au corps à corps, ont -1 pour le blesser. Donc quand vous êtes endurance 7, -1 pour blesser, ça veut dire que déjà, de base, les forces 8 ou plus vont vous blesser sur du 4+. Donc c'est comme si vous étiez en perma transhumaine. Les forces 7 vont vous blesser sur 5+, parce que endurance 7, donc 4+, -1 pour blesser, 5+. Et quand vous êtes en dessous, bah, vous allez être sur du 6+ pour blesser. Sachant qu'avec le psy, vous pouvez mettre Might Heroes dans les pouvoirs, et du coup ça vous donne plus en force, plus une attaque et plus en endurance. Donc d'endurance 7, vous passez en endurance 8. Et là tout de suite, bah, tous les paliers de force 8, donc les Melta, les Salvo Launcher, etc., bah, c'est du 5+ pour vous blesser. Et si vous êtes une force en dessous de 8, c'est sur du 6 que vous blessez. Ça devient relou. Ça devient vite relou. Sachant qu'il était équipé d'un marteau, mon gars, donc il tabasse des guerres plates 3 là. Bref, un vrai Salamanders. Donc voilà. Donc du coup, avec l'émissaire, bah, pouvoir ignorer aussi. Alors surtout les malus pour toucher, c'est très bien, surtout sur les tables WTC contre les vents et les forêts. Mais du coup aussi pour les petites factions qui ont de temps en temps comme ça un petit -1 pour blesser, bah OSEF. Donc ouais, je pense que l'émissaire peut devenir intéressant. Je vais juste checker leur stratagème, c'est pour 2 ou 3 PC. Donc utilisez au début du premier tour de bataille, avant, ok, sélectionnez une unité de votre armée. Vous pouvez faire un normal move, comme si c'était votre phase de mouvement. Et vous devez finir à 9 pouces, tatata. If both players have... ok. That unit contain 4 armor models, this stratagem cause 3 CP. Otherwise 2. Ouais, donc du coup, les Sagittarium... Du coup, tu fais pré-move quoi là-dedans? Ah mais attends, les dreads qui sont corps, faudrait peut-être jouer des dreads, parce que les dreads en pré-move, c'est fort. Into the Darkness, un pré-move de dread, c'est solide, surtout avec la relique de redéploiement. Ensuite, on a le Warlord, c'est Voice of the Emperor, c'est ajouter 3 à la range des auras jusqu'à un maximum de 12 pouces de votre seigneur de guerre. Et il gagne la capacité suivante, voix de l'empereur. Quand une unité Adeptus Custodes ou Anathema Psychana est à 9 pouces de ce modèle, on ajoute 1 au commandement. Bon, ils ont déjà un commandement de bâtard, donc Osef. Ouais, le trait est pas ouf. En tout cas, premier abord, il a pas l'air ouf. Et la relique, The Bearer has the following ability, Halo of the Torchbearer Aura. Quand une unité émissaire Imperatus ami est à 3 pouces de cette figurine, il peut ignorer tout ou entièrement les modificateurs au mouvement de carac, advance et charge. Ça, c'est bien aussi. Sur les maps, enfin sur les tables WTC avec de la forêt. C'est très bien. Et au début de la phase de combat, vous lancez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces de ce modèle. Sur un 3+, l'unité ennemie subit une mortelle ou D3 Mortal Wound si la caractéristique de commandement de l'unité est de 7 ou moins. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Après, c'est sur un 3+, donc sur un et un 2, il se passe rien. Mais ça peut être drôle. En tout cas, c'est plus pour le premier effet que ça peut être intéressant. Vraiment sur un build, puis c'est unit, emissary et imperatus. C'est pas corps ou personnage. C'est juste unit. Donc du coup, c'est vraiment, ça marche pour vos dreads, ça marche pour vos tanks, ça marche pour plein de trucs. Ouais. Et c'est le conservail, le kata, il fait quoi déjà, le conservail?
Je regarde vite fait, hein. Conservaille, c'est... Vous pouvez faire une action après avoir advance ou battu en retraite. Vous pouvez faire une action tout en tirant. Bah clairement, en fait. Clairement. Bah écoutez, pour moi, tout est ouvert pour jouer émissaire Imperatus avec la nouvelle balance Data Slate. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, théoriquement, il pallie un peu tous les problèmes, on va dire, au Custodes depuis la balance. C'est-à-dire bah, beaucoup plus de tirs, vu que les motos sont beaucoup plus fragiles qu'avant, bah là vous pouvez avoir une chier d'infanterie que vous allez pouvoir transhumane. Vous allez gagner des pré-moves en jouant du dread. Ouais, franchement, je la trouve intéressante. Peut-être pas broken, mais intéressante. Pas, je pense, toujours en compétition avec le Shadowkeeper, parce que le Shadowkeeper fait vraiment mal aux armées de corps à corps, notamment pour le -1 d'attaque. En termes de volume, quand vous avez des unités qui tankent assez bien, ça devient un peu relou. Bref, continuons. Bien que cet événement ait eu lieu avant la mise à jour de l'équilibre, il s'agit d'une liste de custodes à laquelle il faut prêter une attention particulière, car c'est probablement l'un des meilleurs builds vers lequel ils peuvent pivoter après cet événement. Ayant été une stratégie assez marginale jusqu'à présent, le plan n'est pas particulièrement compliqué. Il suffit d'empiler un grand nombre de Sagittarium et de les améliorer avec Trajan, d'en faire des émissaires Imperatus pour ignorer les modificateurs de succès, puis d'ajouter la Vexilla Défenseur et Magnifica pour les rendre encore plus résistants et de terminer avec Fulminaris Agressor pour qu'ils ignorent la couverture. Cela vous donne un gros tas d'infanterie obsèque difficile à déplacer avec une énorme quantité de puissance de feu grindy pointée vers ceux qui essaient de les tuer. Et si l'adversaire se rapproche de la mêlée, ils font face à beaucoup d'attaques de miséricorde qui combattent tout en premier. Et du coup, la Miséricordia, c'est quand même PA-2, donc c'est pas ridicule. Pour les match-up où il est bon, Émissaire fournit également Into the Darkness pour un pré-move avec les Praetors ou les Venatari. Et dans les match-up où vous n'en avez pas besoin, ces deux unités font équipe avec Trajan pour fournir une configuration To the Last raisonnablement difficile. Ah, j'ai pas de check, ouais, pour le To the Last. Alors, sachant que Trajan, il va valoir 190 points, je crois, non? Si, je crois. Je crois que c'est ça, il va valoir 190 points. Donc 190 points, 150... 105, 115. Non, ça va être. Si c'est To the Last, c'est les Venatari. C'est forcément les motos, le Venatari et le Trajan. C'est pas du tout les Vexilla. Donc, je vois pas pourquoi il parle de To the Last avec les Vexilla. Tout cela reste à peu près vrai après les mises à jour, ce qui rend cette liste très attrayante. Elle perd un peu en durabilité du fait qu'elle ne peut pas spammer l'hospice, mais elle a toujours une large objectif sécurisé, et parce que son plan pour les motos dans les jeux où elle va les agresser et de les jeter directement en mêlée. Il importe moins qu'elles ne puissent pas finalement les protéger dans un tour où elles sont en milieu de tableau. Ignorer la couverture sera également crucial pour le Sagittarium dans un monde d'armure de mépris. Cela signifie que les Marines qui se sont repliés sur eux-mêmes ne bénéficient pas d'une sauvegarde de plus contre le profil des bolters lourds. J'ai eu du mal. Et que l'Adratique peut toujours dévorer les Terminators. Surtout qu'en plus, il me semble que les armes des Sagittarium est une arme aurique. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc du coup, il peut être sujet au kata de double tir avec les armes auriques. Donc quand vous commencez à envoyer 3 patates x2, donc 6 patates par Sagittarium, force 5, PA-1 de dégâts 2, bon, même si c'est contre du Marine, s'il va ignorer votre PA-1, bon, ok. Mais ouais, je trouve ça solide. Après, je sais pas si en custo, il y a moyen d'obtenir un ignore late cover. Parce que du coup, là, ça pourrait vraiment devenir intéressant, même contre du Marines. Parce que même s'il fait PA-1, donc vous serez PA0, mais avec l'ignore light cover, il sera en sauvegarde à 3+, et non pas en 2+. Donc avec le double tir, la saturation, ça peut être bien. Dans l'ensemble, il semble qu'il y ait de fortes chances qu'Adrian soit à l'origine d'une nouvelle tendance avec cette deuxième place à invaincu. C'est pas fou. Alors ensuite, on a un Craft World à Eldari avec un Seer Council, Eldrad, Farseer, Ranger of Wireweave Net, Striking Scorpion, Warp Spider, Wind Rider, Night Spinner. Donc ça, je pense que le Night Spinner, il va être refourgué à la poubelle parce qu'il est PA-2, donc il passerait PA-1 dans tous les cas, dans le sens où, vu qu'il tire en indirect, il donne plus dans la sauvegarde à l'adversaire, et surtout, il va pas toucher sur du 3+, mais sur du 2+, parce qu'il me semble que le Night Spinner, c'est un ignore modificateur
pour toucher et non pas... Alors, je vais vérifier. Et non pas à la caractéristique. Alors, le Night Spinner. Les élites, attaque rapide, soutien, voilà, Night Spinner. La matrice, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Si le modèle make a engine, you can ignore any or all modifier to the hit roll. Ouais, voilà, c'est ça, c'est au G pour toucher. Ce qui fait qu'elle se prend le -1 pour toucher, donc de base, elle va toucher à 4+, au lieu de 3+. Donc elle va quand même subir le -1. Donc quand vous êtes à 2d6, admettons, vous faites 7 tirs, vous allez en avoir entre 4 et 3 touches. Derrière, vous êtes PA-2, mais vous donnez +1 à la sauvegarde, donc c'est comme si vous étiez PA-1. Si le mec en plus est dans la light cover, vous êtes PA0. Donc, donc même si vous en avez 4, le gars, mettons le Marine, s'il a save à 3+, pour le coup, le Marine, de toute façon, en light cover, il sera en save à 2+, mais imaginons... tiens, imaginons un garde impérial, du coup il est dans un light cover, vous lui tirez en indirect, imaginons il a une sauvegarde à 5+, donc 4+ à la light cover et plus à la sauvegarde, donc il est en 3+, vous faites PA-2, donc il est en 5+, il reste sur sa save à 5+, donc il va en réussir une, donc vous allez tuer 3 gardes. Trop bien. Donc voilà, je pense que le Night Spinner c'est fini, je pense que les armes D aussi qui tirent en indirect sur les super weapons, je pense que c'est fini aussi. On va plutôt avoir voilà, des super weapons qui peuvent tirer en ligne de vue directe. Et on a quand même une petite patrouille Harlequin avec Shadowseer, Troopmaster, Troop, le Digester, donc le dernier RAL. C'est la dernière fois qu'on voit les Digester avec le Favor of Segorage, parce que maintenant ça ne marche plus au tir, mais seulement sur les attaques de mêlée. Donc ça c'est la dernière fois. On a les 3 Void Weaver, c'est aussi la dernière fois avec ces 90 points flat, hein, parce que ça passe à 130. Donc plus 120 points, ça fait de 390 points. Faut aller les trouver, hein. C'est 2 Star Weaver potentiellement au moins. Ça peut être une troupe et le Digester en moins. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup moins de choses pour regarder un maximum de Void Weaver. Sachant que là, c'est juste pour regarder 3, hein. Les points qu'il faut enlever. Donc c'est sauf frère. Alors que 9 Voidver ont été le mode d'énergie le plus facile pour le livre Eldari depuis sa sortie, ce style de liste était aussi extrêmement bon dans le livre tel qu'il est sorti. Elle mélange la puissance psychique des Azuriani, le feu indirect et quelques unités de type Sucker Punch, comme les Warp Spider avec les éléments de contrôle de table durables et rentables des Lightsiders, plus unité de Void pour abattre les cibles clés qui peuvent utiliser Fire and Fate pour opérer en toute impunité. Et les motos de dispersion peuvent utiliser Matchless Agility si vous avez besoin de faire les deux dans le même tour. Très fort, il a été invaincu ici, mais c'est aussi le build Aeldari qui est le plus touché par les données d'équilibre en dehors des 9 Void. La faiblesse des tirs indirects et le fait que l'Arlequin soit moins rentable et plus fragile après le nerf de l'architecte miroir pose la question de savoir si ce genre de combo est la meilleure chose à faire. Et alors que les listes mixtes seront très probablement toujours d'actualité, elles seront probablement très différentes de celles-ci. La seule chose à signaler est le concave des Skyrunners, les unités de Warlock multimodèles à pied et à vélo, donc c'est à vélo, c'est en bike, en jet bike, ont un prix extrêmement agressif pour ce que vous obtenez, mais ont souffert d'une faiblesse spécifique flagrante au tir indirect en général et aux missiles intelligents en particulier. La baisse des stocks de tir indirect signifie qu'ils seront probablement plus utilisés à l'avenir. Sinon, c'était une bonne expérience avec la construction de Mario, mais attendez-vous à beaucoup de changements dans le nouveau monde. On le voit, hein, de toute façon, déjà de base, il n'y a plus de Digester, et vu qu'il en joue 3, bah, il doit aller chercher 120 points à retirer quelque part, donc à la rigueur, ça peut être un Night Spinner. Et vu que le Digester, il va forcément le virer parce qu'il n'y a plus de Favor of Segoras, bah, c'est 70 points qu'il peut réinvestir ailleurs, donc voilà. Ensuite, on a une liste Harlequin pure à 4ème place en Light Saidas. Shadowseer, Troopmaster, troupe. Donc là, on va avoir la classique troupe des Digester avec la faveur de Segorash, le solitaire. 6 Skyweaver, on a eu 6 Voidweaver et non pas 9, voilà. Et 4 Starweaver. Pas un gros commentaire hein, sur cette liste. Cette liste prédit avec précision que nous allons voir plus de listes de bikes dans Harlequin à l'avenir, car ils sont maintenant relativement plus rentables en tant qu'unité marteau. Mais au-delà de cela, tout ce qu'il reste à dire sur cette construction est RIP to a real one, RIP à un vrai. Construction est un véritable RIP. On va plutôt le traduire comme ça. Félicitations à David pour sa 4ème place. J'ai envie de dire, les gars, Craftword et Harlequin,
Vous êtes derrière une liste émissaire, quoi. Ok, donc derrière, top 5, on a encore un Custodes avec la Praetorian Plight, ok. On a un Arlequin, Tyrannide, un Crusher. On a un Drukhari, un Artiste of Flèche, Talos et Grotesque, ok. Arlequin, Arlequin, Tyrannide, un Gène Culte à la 12e, ensuite un Custo, Nécron, Nécron quand même dans le top 15. Grey Knight et un Swordbearer, Grey Knight et Stormraven, et un Stormraven, d'accord. Et Adeptus Custodes en Emperor Chosen. Ok.